Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous raconte une affaire criminelle qui date de 2010, donc relativement récente. Il s'agit de l'affaire Bastouille ou Mesmer, qui a fait la une des journaux pendant quelque temps. Je vous raconte l'histoire d'une mort qui en entraînera une autre, celle d'Anne-Marie Bastouille, qui décédera en 2008, près de la ville de Perpignan dans d'étranges circonstances. Et sans réelle analyse, sa mort sera considérée comme naturelle. 2 ans plus tard, son ex-mari décède à son tour. L'ex-beau-père sera accusé de ce meurtre. Voici leur histoire. Je vais vous présenter chacun des protagonistes dans cette affaire, ainsi que certains membres de la famille. Il y a d'abord Jean Bastouille, un viticulteur de 84 ans, reconnu dans le village, il est même membre de l'orchestre, et il est marié à Marie-Thérèse. Ensemble, ils vont avoir 2 enfants, qui vont malheureusement décéder dans de tragiques circonstances. Michel va décéder à 52 ans d'un AVC et Anne-Marie meurt 2 ans après son frère d'une rupture d'anévrisme. Il y a aussi l'époux d'Anne-Marie, Jean-Charles Mesmer, 63 ans et médecin à l'hôpital de Perpignan et membre de la loge maçonnique. C'est donc un notable respecté de la ville. Anne-Marie rencontre Jean-Charles 30 ans auparavant, en 1986, à l'hôpital de Perpignan. Lui est médecin urgentiste, elle y travaille comme infirmière. C'est le coup de foudre entre deux, mais Jean-Charles, je crois, est marié à ce moment-là. Il va donc divorcer, il a la petite trentaine, et va se marier avec Anne-Marie un peu plus tard. Ensemble, ils vont faire la fête, et pendant 25 ans, leur couple tient bon. Les parents d'Anne-Marie offrent même le mât au couple. Eux vont s'installer dans une résidence juste en face. Donc la rue, vraiment, la maison juste en face du mât du couple. Mais il y a des petites tensions dans la famille. Le père d'Anne-Marie va ne pas aimer vraiment Jean-Charles, puisqu'il va le considérer comme une personne un petit peu hautaine, parce que il pense qu'il se croit supérieur aux autres parce qu'il a un statut supérieur. Ensemble, Anne-Marie et Jean-Charles vont quand même élever le fils d'Anne-Marie. Jean-Charles va le considérer même comme son propre fils. Mais avec le temps, et après 30 ans de vie commune, le couple commence à battre de l'aile. Anne-Marie va faire une dépression et même se mettre en arrêt maladie. Elle travaille encore à l'hôpital de Perpignan, lui aussi. Et Jean-Charles a une nouvelle maîtresse. Elle s'appelle Karine. Alors, ils vont pas se mettre ensemble tout de suite, hein. C'est pas le coup de foudre comme dans le cas d'Anne-Marie et Jean-Charles. En fait, au départ, Karine est mariée avec le directeur de l'hôpital. Mais ce que j'ai compris dans l'intervention qu'a fait Karine, c'est que le couple était un petit peu batté de l'aile aussi. Et Jean-Charles est devenu un confident, en fait, de Karine. Donc, il est devenu confident et passé par statut d'ami. Et après, le temps, les semaines passant, les mois passant, ils sont devenus amants. Et un peu plus tard, donc comme Karine et Anne-Marie se côtoient au travail, ça va forcément se savoir que Jean-Charles, qui travaille aussi à l'hôpital, a une maîtresse dans le sein de l'hôpital. Et donc Anne-Marie va être mise au courant de cette relation, et ça va générer encore plus de conflits dans leur couple, ce qui est normal. L'histoire commence le 15 août 2008, non loin de Perpignan, dans le village de Rivesaltes. La famille va partager un repas dans la maison secondaire des parents d'Anne-Marie. Donc il y a Anne-Marie, ses parents, ainsi que Jean-Charles, son époux. Et aux alentours de 14h, donc en début d'après-midi, Anne-Marie va dire qu'elle se sent pas très bien et donc qu'elle va prendre congé pour se reposer à leur maison. Donc Jean-Charles va la raccompagner. Et 2 heures plus tard, le téléphone des parents d'Anne-Marie sonne à la maison et Jean-Charles leur dit que Anne-Marie est morte à domicile dans son lit. Donc les parents sont quand même sous choc parce qu'ils ont vu leur fille 2-3 heures auparavant. Donc ils se rendent au domicile du couple. Quand même, Anne-Marie a à peine 54 ans, donc elle décède vraiment 2 ans après son frère. Mais Jean-Charles va agir de façon très très étrange quand les parents d'Anne-Marie vont arriver à la maison. Il va empêcher les parents de rentrer dans la chambre pour voir le corps de leur fille, ce qui est quand même assez surprenant. C'est-à-dire qu'il les empêche un petit peu de se rendre compte vraiment du décès de leur fille, en fait. De voir le corps inerte de leur enfant. De pouvoir peut-être une dernière fois la serrer dans leurs bras, etc. La seule personne qui va réussir à entrer dans la chambre, c'est le fils d'Anne-Marie, que Jean-Charles considère comme son propre fils. Et ce dernier va se rendre compte d'une chose, sa mère a une perfusion au niveau du bras.
pour justifier l'existence de cette perfusion, Jean-Charles va dire que sa mère se plaignait de maux de tête et elle vomissait régulièrement. Donc ça veut dire que Jean-Charles s'est rendu à l'hôpital pour prendre une perfusion. Étrangement, il n'a pas dit à ses collègues que Anne-Marie était vraiment pas très bien du tout, qu'elle avait des vomissements, des maux de tête. Donc c'est pas vraiment très très encourageant, c'est grave quand même d'avoir ce genre de troubles. Et quand on considère de quoi est mort son frère, ça paraît étrange qu'Ambray d'avoir ce genre de réaction. Jean-Charles du coup ne va rien dire à personne, il ne va ni appeler SAMU ni les pompiers, alors que l'hôpital est à 2-3 minutes en voiture. Et selon l'avocat de la famille Bastouille, Jean-Charles va tout faire de façon très précipitée, très rapide, parce qu'il va demander à un de ses subordonnés de donner ses conclusions quant au décès d'Anne-Marie, donc de savoir de quoi est morte Anne-Marie. Ce dernier va passer très peu de temps dans la chambre avec le corps. Il va faire une expertise visuelle pour dire que Anne-Marie est morte de façon naturelle dans son lit, qu'elle est décédée d'une rupture d'anévrisme ou d'un AVC. Mais en fait, il faut faire une autopsie pour se rendre compte de ce type de décès. Il faut faire une IRM aussi, au minimum une IRM pour voir qu'il y a eu une rupture d'anévrisme. Donc cet examen visuel ne sert à rien, techniquement. Et pourtant, le permis d'inhumer sera délivré à Jean-Charles. Il va placer le corps d'Anne-Marie en cercueil à peine 6 à 7 heures après son décès, alors qu'il faut au moins attendre 24 heures. Alors j'ai fait une petite parenthèse, information droit. C'est un décret de 1998 qui fixe en fait un certain nombre de maladies contagieuses qui interdisent certaines opérations funéraires, comme par exemple la mise en bière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cercueil ouvert si la personne est décédée de certaines pathologies ou si elle est porteuse de certaines maladies, comme par exemple le VIH, la peste, certaines maladies virales, les fièvres hémorragiques, la maladie du charbon, le choléra, voilà, la rage aussi, et tout autre état septique. Et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, alors ça je sais pas pourquoi ils interdisent de faire une mise en bière avec cette pathologie, mais voilà. C'est limité à ce nombre à ces pathologies-là. Donc à moins qu'Anne-Marie soit morte de ces pathologies, il n'y a aucune raison d'accélérer en fait la mise en cercueil. Ensuite, donc les parents n'ont pas eu le temps de s'opposer, du coup, parce que eux ils étaient sous choc après le décès de leur fille. Sachez aussi qu'un acte de thanatopraxie dure environ 1h30. Anne-Marie décède vers 16h au domicile, enfin, il prévient les parents vers 16h, ça se trouve elle est décédée un petit peu avant. Elle est placée en cercueil fermé donc, il me semble, vers 23h du coup. Donc vraiment la journée n'est pas passée, que elle a déjà été placée en cercueil, on a déjà fait tout, elle a été maquillée, les fluides ont été changés, tout ça, il y a tout l'acte a été fait. Et le corps sera incinéré 3 jours seulement après sa mort. Alors là, selon la loi, il n'y a pas vraiment de délai minimum, mais il y a un délai maximum de 6 jours ouvrés pour procéder à l'enterrement ou à l'incinération du corps. Du coup, mais la famille n'a pas eu le temps du coup de s'opposer à rien de tout cela. Et du coup, ils ont peu une mise en bière. Donc, d'un certain point de vue, en allant aussi vite, Jean-Charles les a un petit peu empêchés d'enclencher un processus de deuil ordinaire en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de veillée funéraire, ça se trouve, eux ils en font. Il n'y a pas eu une mise en bière, il y a eu peut-être un enterrement très succinct. Voilà, c'était vraiment très rapide. Et c'est à partir de là, en fait, que beaucoup vont se poser des questions sur la mort étrange d'Anne-Marie, parce que Jean-Charles a été vraiment très très vite en fait pour préparer en fait l'inhumation, etc. Et à cause du fait qu'il ait incinéré le corps, on ne peut plus faire d'expertise supplémentaire. Les semaines et les mois passent et il y a de plus en plus de suspicions quant à la possibilité que Jean-Charles soit responsable du décès d'Anne-Marie,
quelques mois peut-être après le décès d'Anne-Marie, les parents voudraient récupérer le masque qu'ils ont offert au couple, mais selon eux, Jean-Charles va refuser de façon très violente et va même leur dire, selon eux, c'est leur dire, donc je mets ça entre parenthèses, j'ai empoisonné votre fille toute sa vie, j'empoisonnerai la vôtre aussi. Et alors c'est selon les témoignages, c'est quelques semaines après, selon les parents, et plusieurs mois plus tard, selon une autre personne, que Karine s'installe dans le mas que les parents ont offert au couple avec son mari, Jean-Charles Mesmer. Alors les parents vont très mal le prendre parce que eux ils pensent que Jean-Charles et Karine se sont mariés et mis ensemble très peu de temps après le décès d'Anne-Marie, mais eux vont apprendre beaucoup plus tard que Jean-Charles côtoyait déjà Karine pendant qu'il était en couple, en fait, pendant qu'il était marié avec Anne-Marie. Ils vont dire aussi que certaines personnes auraient vu Karine porter certains vêtements d'Anne-Marie, qu'elle utilisait son véhicule. Bon, ça, Karine va le reconnaître qu'elle l'a utilisé peut-être quelques fois. Et aussi que son père a dit que une fois, elle avait tenté d'appeler le téléphone de sa fille, en fait, et que c'était Karine qui avait répondu. À savoir si Karine avait récupéré le téléphone portable d'Anne-Marie ou pas, peut-être. C'est tout à fait possible. Elle avait peut-être simplement cassé le sien. Et Jean-Charles a dit, mon épouse avait un nouveau téléphone portable très peu de temps avant de décéder. Si tu veux, je te le donne. Je prends les photos qui m'intéressent et puis je le formate, je le mets en format usine et puis je te le donne. Et c'est arrivé malheureusement pile au moment où le père d'Anne-Marie voulait rappeler sa fille. Et maintenant, nous arrivons au jour fatidique, puisque là, le temps est encore plus passé, il y a beaucoup d'animosité entre les deux voix, entre l'ex-beau-père et Jean-Charles, puisque le beau-père voit Jean-Charles continuer sa vie tranquillement, refaire la fête, ramiter du monde, etc. Et nous arrivons le matin du 20 juillet 2010, il est 8h30, et Jean-Charles et son épouse prennent le petit déjeuner sur leur terrasse. Le père d'Anne-Marie, Jean Bastouille, s'arme d'un fusil de chasse. Il l'arme de 2 balles et il prend un petit pistolet de poing qu'il va armer également. Et il se rend en face de Jean-Charles et il va l'abattre de 2 balles de fusil de chasse et va, on va dire entre guillemets, l'abattre à bout portant d'une balle dans la tête avec le petit pistolet. Jean-Charles, médecin anesthésiste, expert auprès des tribunaux de 63 ans, décède le 20 juillet 2010 à 8h30 du matin. Son épouse Karine va être témoin du meurtre, puisqu'elle s'était rendue dans la cuisine pour peut-être prendre quelques petits trucs pour le petit déjeuner ou simplement pour tout ramener dans la cuisine. Et en fait, elle va le voir. Elle va pas le reconnaître parce que Jean Bastouille s'était pas masqué, mais il avait mis un sweat à capuche, il avait remonté la capuche en lui. Donc elle l'a pas reconnu et elle avait appelé tout de suite les secours et la police. Et très vite, l'arme du crime s'est retrouvée dans un petit fourré. Jean Bastouille va être arrêté tout de suite parce que en fait tout est déposé limite devant chez eux en fait, dans un buisson juste en face en fait. Et au cours de sa garde à vue, Jean Bastouille va rien dire du tout. Il va rester muet pendant 48 heures et il va passer aux aveux devant la juge. Et il va dire qu'il a tué Jean-Charles parce qu'il le soupçonnait d'avoir tué sa fille Anne-Marie pour garder le mas et une partie de l'argent en fait qu'avait Anne-Marie pour lui en fait, pour éviter de divorcer. Et donc il y aurait une enquête sur la mort d'Anne-Marie pour savoir si son l'ex-gendre de Jean Bastouille est vraiment l'auteur en fait du meurtre d'Anne-Marie, qu'Anne-Marie n'est pas morte de façon naturelle. Et il y aura des témoins, donc des collègues en fait qui travaillent à l'hôpital, qui ont dit que plusieurs semaines avant la mort naturelle d'Anne-Marie, Jean-Charles cherchait des médicaments à base de curare, donc c'est pas vraiment un médicament, dans l'enceinte de l'hôpital. Donc il cherchait plus à les subtiliser dans l'enceinte de l'hôpital.
Et il se justifiera en prétextant vouloir faire piquer son vieux chien malade. Alors que à ce moment-là, Jean-Charles n'avait plus de chien. Donc ça rajoute une suspicion supplémentaire, mais comme il n'y a plus de corps, c'est compliqué en fait de faire une expertise médico-légale dessus. Autre chose que les enquêteurs vont découvrir, c'est que après avoir rendu visite à l'avocat du couple, donc qui s'occupe de la succession, il est dit qu'en cas de divorce, Jean-Charles devait quitter le mas, et donc qu'il n'aura rien, qu'il va repartir avec ce qu'il est venu, donc avec sa simple fortune personnelle. Mais que si Anne-Marie décède, une succession au dernier des vivants se met en place, en fait, la succession normale. Et donc du coup là il garde tous les biens qu'avait Anne-Marie. Et à savoir du coup que comme Anne-Marie était mise au courant de sa relation avec Karine, collègue de travail d'Anne-Marie, Anne-Marie va menacer Jean-Charles de divorce si Jean-Charles ne quitte pas Karine avant le mois de septembre. Et Anne-Marie décède en août, donc 2 semaines avant que la menace de divorce ne soit exécutée. En 2014, le procès de Jean Bastouille débute, et une question sera posée aux membres du jury. Qu'est-ce qu'ils auraient fait à la place de Jean Bastouille, avec cette suspicion comme quoi son ex-gendre aurait tué sa fille? On va faire une enquête de personnalité pour Jean Bastouille. C'est une personne très respectée dans le village, que tout le monde connaît depuis longtemps. Il est devenu viticulteur, il a un certain nombre d'hectares de vignes dans la région. Donc il est bien respecté, il fait partie de l'orchestre, beaucoup de gens le connaissent et l'admirent pour ce qu'il a fait. Même s'il a malheureusement perdu ses 2 enfants, il a quand même des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et aussi étrange que ça puisse paraître, on va aussi demander une enquête de personnalité pour la victime, ce qui est assez rare. Et dans cette enquête de personnalité sera révélé que Jean-Charles était plus intéressé par l'argent, d'avoir des relations sociales intéressées plus que d'avoir de vrais amis. Bon, il faisait partie de la loge maçonnique, donc il n'avait pas besoin d'avoir des relations intéressées. Ça faisait plutôt partie de son travail de maçon, d'avoir ce genre de relations, peut-être pour intégrer de nouveaux maçons dans la loge. Mais c'était peut-être tout. Mais en tout cas, il était perçu comme cela. Mais dans un sens, l'avocat de la victime va dire que c'est insensé en fait de faire ce genre de procès à la victime. On juge l'accusé. Mais dans un sens, lors d'un procès, on va chercher aussi les mobiles du meurtre en fait. Et donc les relations entre la victime et l'accusé seront forcément explorées. Donc le ressentiment que Jean Bastouille avait vis-à-vis de Jean-Charles est une question à se poser. Donc l'enquête de personnalité malheureusement était peut-être nécessaire aussi pour savoir pourquoi Jean Bastouille se sentait un petit peu menacé en fait par Jean-Charles. Mais dans un autre sens, l'avocat de la victime a raison d'arrêter en fait ce type de procès vis-à-vis de la victime, puisque cette critique de façon péjorative en fait aura un impact certain sur le jury, la perception qu'ils vont avoir de la victime, et donc sur la durée de la peine qu'aura l'accusé. Au cours du procès, des questions en rapport avec l'enquête sur la mort d'Anne-Marie seront posées à un enquêteur qui a été chargé de l'affaire. On lui demandera si Jean-Charles est peut-être responsable de la mort d'Anne-Marie, et la réponse en fait de l'enquêteur sera oui. Donc là, l'avocat de la victime va aussi s'offusquer, il a le droit, c'est son droit, c'est son travail aussi, parce que là c'est encore un procès de la victime et pas de l'accusé. Mais ça fait aussi partie du pourquoi Jean a tué Jean-Charles. Mais comme il n'y a plus comme le corps d'Anne-Marie n'est plus, il n'existe plus puisqu'il a été incinéré, et comme l'accusé en fait, la victime Jean-Charles n'est plus non plus, l'enquête s'est conclue par un non-lieu, puisque l'accusé est décédé, il ne peut pas avoir de procès. Et c'est ça par contre que l'avocat général va dire à Jean Bastouille, qu'en tuant Jean-Charles Messmer, il a empêché l'exercice de la justice, parce que c'est pas parce que Jean-Charles Messmer était franc-maçon, que c'était un notable respecté, qu'il avait des sous et des amis,
des amis qui n'en étaient peut-être pas vraiment, hein, c'était peut-être juste des amis parce qu'il avait un revenu conséquent, qu'il n'avait pas droit à un procès en fait équitable, que Jean Bastouille là a fait un exercice de la justice personnelle en fait, qu'il a rendu lui-même la justice, et ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance pure et simple. Et du coup qu'à cause de ça, on n'aura pas la vérité, même l'ensemble de la population n'aura pas la vérité. Jean Bastouille sera condamné le 12 décembre 2014 à 10 ans de prison. Il va faire appel de sa condamnation évidemment. Le 5 février 2015, la Chambre de l'instruction de Montpellier a pris la décision de remettre en liberté Jean Bastouille à cause de son état de santé, il a quand même 89 ans. Il attend son jugement en appel, mais le mercredi 11 janvier 2017, Jean Bastouille meurt à l'âge de 92 ans des suites d'un cancer à son domicile. Il n'y aura donc jamais de procès en appel. Jean Bastouille meurt donc innocent, comme Jean-Charles Messmer. C'est ainsi que cette affaire se termine. Je dis 7, mais il conviendra de dire ces affaires. Toutes deux restent d'un point de vue judiciaire non résolues. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que celle-ci vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à lâcher un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour entendre tous les mercredis soirs à 18 h des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles histoires.